Venu nous voir, vous regardez Tout le monde veut savoir et tout de suite l'invité du jour. L'invité du jour qui est en train d'arriver sur ce plateau, qui va croiser Étienne Gernel et s'installer. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Députée européenne, présidente d'Identité et Liberté. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir. La tension entre la France et l'Algérie, les dernières annonces de Gérald Darmanin, la situation budgétaire. Mais d'abord, vous revenez des États-Unis, peut-être encore en décalage horaire. Vous avez, soyez gentil avec moi. Vous allez voir, vous avez assisté à l'investiture de Donald Trump. Voilà ce que disait Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, il y a quelques jours au sujet des responsables politiques français qui se rendaient à Washington. Ouvrez les guillemets, on a l'impression que c'est Walt Disney et que c'est la course pour aller se prendre en photo devant Donald Trump pendant son discours d'investiture. Vous étiez à Disney, Marion Maréchal, vous revenez plein d'étoiles, plein les yeux. Je n'ai pas la déclaration intégrale de Jordan Bardella, mais si elle correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Je m'en étonne un peu pour une raison simple, c'est qu'il avait deux élus à lui parmi ces Français qui sont allés aux États-Unis, à savoir Louis Alliot et Julien Sanchez. Je crois que non, l'objectif tout simplement, c'est d'entretenir des relations transatlantiques pour la droite française avec les États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui ces relations sont quasiment à l'état de zéro. Faire en sorte aussi d'avoir un dialogue possible précisément pour pouvoir demain défendre les intérêts français et européens face à la politique de Donald Trump. Moi, j'y suis allée en tant que vice-présidente du parti européen des conservateurs et réformistes, parce que précisément, ce parti, dirigé longtemps par Giorgia Meloni, a un partenariat officiel avec les républicains américains. Donc je ne crois pas que ce soit Disney, c'est des relations de travail qui n'ont vocation qu'à une seule chose, défendre évidemment la France et les Européens. Vous voyez bien, Marion Maréchal, qu'il y a quelque chose de singulier, notamment dans le mouvement idéologique souverainiste. Je ne dis pas que vous êtes seulement souverainiste, mais disons que ça fait partie des composantes de votre idéologie, de voir des responsables politiques aller assister à l'investiture d'un président d'un autre pays qui, par ailleurs, a des mots pour le moins hostiles à l'égard des pays européens, qui va vraisemblablement dans les jours qui viennent imposer des droits de douane aux pays européens. Et pourtant, vous y allez, Monsieur Duhamel, comme si au fond vous faisiez allégeance à Donald Trump. En quoi cela relève-t-il de la soumission que d'entretenir des relations avec l'administration de Donald Trump ou avec un certain nombre d'élus ? Aujourd'hui, de fait, vous ne gouvernez pas, d'accord, mais il y a aujourd'hui un certain nombre de combats, je ne vais pas vous l'apprendre, que nous partageons avec Donald Trump. Qu'il s'agisse par exemple de la défense de la liberté d'expression, qu'il s'agisse du refus de la discrimination positive au bénéfice du mérite, qu'il s'agisse de la lutte contre l'immigration clandestine, contre la fin du wokisme, la lutte contre la théorie du genre, pour ne citer que ces exemples. Et donc en cela, il est intéressant que les victoires obtenues à travers l'arrivée de Donald Trump et les décisions qui soient prises puissent nous permettre d'avoir un élan bénéfique pour porter ces combats jusqu'en Europe. Maintenant, cela ne nous empêche pas de ne pas être naïfs sur aujourd'hui ce qui peut nous mettre en concurrence, voire nous opposer avec la puissance américaine. Je suis parfaitement lucide sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons parfois des intérêts économiques divergents. Mais ce qui m'ennuie, si vous voulez, ce qui m'ennuie, parfois des intérêts économiques divergents. Marion Maréchal, quand des agriculteurs vont venir vous voir en vous disant, Marion Maréchal, vous étiez à l'investiture de Donald Trump qui vient d'imposer des droits de douane qui fait que les marchés s'effondrent. Qu'est-ce que vous leur répondrez à ces agriculteurs ? Le problème de ce genre de discours, si vous voulez, c'est que le diagnostic est mal posé. Le souci aujourd'hui, c'est que si l'Europe, et la France en particulier, est si peu compétitive dans cette grande concurrence internationale avec les États-Unis, ça n'est pas la faute de Donald Trump. Ça n'est pas Donald Trump qui fait aujourd'hui que nous avons un record de défaillance d'entreprises en France. C'est pas Donald Trump qui fait que nous avons 47% de prélèvements obligatoires. C'est pas Donald Trump qui fait que l'Union européenne a mis en place des législations de type Green Deal qui sont un tsunami réglementaire qui ampute notre compétitivité. C'est pas Donald Trump qui fait que nous avons un prix de l'énergie qui a explosé. Voilà, je pourrais vous multiplier les exemples de la sorte. Mais les agriculteurs, Marion Maréchal, que vous soutenez, on est bien d'accord qu'ils seront directement touchés par les droits de douane sur un certain nombre de produits qui seront imposés par Donald Trump. Pourquoi aujourd'hui nous inquiétons-nous de cette situation ? Et je m'en inquiète d'ailleurs aussi. Parce que nous ne sommes pas en situation de négocier dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que si on veut pouvoir défendre les intérêts évidemment européens et français en particulier dans ce rapport de force, que Donald Trump aime le rapport de force, eh bien il faut se donner les moyens d'être compétitif. Et donc pour ça, poser le bon diagnostic. Donc il ne s'agit pas de reprocher à Donald Trump en tant qu'Américain de défendre les intérêts américains. Il fait bien. Il s'agit de reprocher aux dirigeants européens de ne pas défendre les intérêts des Européens. Et excusez-moi, mais quand je vois que, pour ne citer que ce sujet, on a d'un côté un président américain qui va s'extraire d'un certain nombre de réglementations écologistes pour pouvoir devenir le plus souverain possible sur les questions énergétiques, et que dans le même temps, on découvre un scandale hallucinant, excusez-moi, auprès de la Commission européenne, en apprenant que l'ancien commissaire européen néerlandais a fait payer avec l'argent public européen des ONG écologistes pour aller faire du lobbying fantôme auprès d'un certain nombre d'États et de représentants élus au Parlement qui refusaient de voter ce pacte vert. Excusez-moi, mais on voit bien qu'on est... Donald Trump qui décide de sortir de l'accord de Paris, c'est une bonne chose ou pas ?
Ah bah moi je trouve qu'aujourd'hui les réglementations écologiques telles qu'elles sont mises en place au niveau européen sont une mauvaise chose. Non, mais là je parle de l'accord de Paris. Oui, mais l'accord de Paris il est dans le même esprit général, c'est-à-dire que aujourd'hui nous avons des objectifs. Non mais je vous dis, l'idée d'essayer de limiter le réchauffement climatique, c'est une bonne chose de voir la puissance américaine qui sort de l'accord de Paris. Tout dépend quel est le prix à payer. Je veux dire, si le prix à payer finalement de l'accord de Paris qui se traduit par le pacte vert, c'est de mettre en place un énorme Buy China Act, c'est-à-dire de saboter l'industrie, en particulier automobile européenne, d'organiser la décroissance. L'accord de Paris si vous étiez au pouvoir en France. Et de faire exploser les importations chinoises, en particulier de véhicules électriques. J'appelle pas ça une politique écologiste. Mais vous sortiriez de l'accord de Paris si vous étiez au pouvoir en France? Ah bah je pense oui qu'il faut pouvoir s'en défaire. Parce que précisément, y compris sur les questions énergétiques, ça a des conséquences dramatiques. Je ne crois pas que ce soit la position de Marine Le Pen. Non mais d'accord, mais ça vous aura pas échappé que je suis allié au Rassemblement national, je ne suis pas au Rassemblement national. Je considère qu'aujourd'hui, ces accords de Paris, comme le pacte vert d'ailleurs, qui nous dictent d'aller par exemple vers le tout renouvelable, c'est-à-dire le tout éolien, le tout solaire, au détriment en particulier du nucléaire, mais d'autres formes d'approvisionnement, est évidemment un suicide économique. On parle beaucoup, par exemple, de l'intelligence artificielle. Excusez-moi, mais on vit quand même dans un monde parallèle. Ça veut dire qu'on a les États-Unis qui annoncent 500 milliards d'investissements sur l'IA, et nous, on a un président de la République qui va sur TikTok pour prendre une grande décision, à savoir qu'on va pouvoir payer par carte les péages. En plus, et un sommet sur l'intelligence artificielle qui se tiendra début février. Et jusqu'au bout de l'histoire, sous la pression ou en tout cas la demande d'un influenceur qui s'avère par ailleurs être un islamiste. Bon, ça, accessoirement. Alors juste Marion Maréchal, pour que ceux qui nous regardent suivent un petit peu, vous faites référence à une vidéo du président de la République qui répondait à une vidéo de quelqu'un qui avait posté sur les réseaux sociaux le fait qu'il avait été verbalisé alors qu'il voulait payer avec son téléphone portable un péage. Et le fait est que le profil de cet individu semble à minima interpellé quand on voit les autres vidéos qu'il a pu faire. Il explique que la musique est haram, c'est-à-dire interdite en islam. Mais enfin, c'est pas anecdotique, mais c'est pas notre sujet central. Mais juste pour vous dire, non, mais pour vous donner le niveau de déconnexion, c'est ça que je suis en train de vous dire. Que ceux qui nous regardent comprennent. Est-ce que vous considérez qu'il faut un Donald Trump français? Est-ce que vous, dans votre démarche politique, l'idée, c'est d'essayer de reproduire ce que je considère, c'est que Donald Trump de ce point de vue, le volontarisme de Donald Trump pour défendre les intérêts de son pays est évidemment un exemple. Quand on le voit à l'issue de son grand discours annoncer la signature de près de dizaines de décrets d'application immédiate et que nous, on n'a même pas été capable de de mettre en place le décret d'application de la loi immigration qui a plus d'1 an. Excusez-moi, il y a un gouffre monstrueux. Quand on voit, moi je suis allée. Madame Maréchal, c'est intéressant. Non mais attendez, juste une seconde. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait d'avoir vu effectivement Donald Trump signer ces décrets. Il y a un sujet sur la capacité à mettre en œuvre des politiques, il y a aussi le contenu de ces décrets et de ces décisions. Je voudrais vous prendre un exemple, Marion Maréchal. Je vais revenir quand même sur ce que je voulais vous dire juste avant et après je répondrai à votre question. Sur le choix de Donald Trump de gracier des assaillants du Capitole, grâce également pour le fondateur du eBay de la drogue, condamné à perpétuité pour trafic de stupéfiants et opérations commerciales illégales. Est-ce que ce genre de décision, ça vous choque? Je vous réponds immédiatement là-dessus, mais juste avant, j'aimerais vous dire une chose, parce que j'ai rencontré, moi, un certain nombre d'organisations proches des Républicains. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a à peu près 30% de prélèvements obligatoires. On est à 47% en France. Je veux dire, quand une fois de plus, on se pose la question de savoir comment on va tenir la négociation et la compétitivité face aux États-Unis, alors même que le premier réflexe de ce gouvernement, c'est de savoir comment on va faire pour augmenter encore les impôts sur les entreprises de près de 20 milliards, et qu'on se pose la question de savoir si on va pas encore taxer les retraités ou faire travailler les gens, et on parlera dans un instant de la question du budget, mais juste sur ces décisions. Donald Trump, vous allez à l'investiture de Donald Trump, vous dites il faut s'inspirer de son volontarisme, vous dites c'est formidable, il signe des décrets. Et parmi ces décrets, il gracie des assaillants qui au Capitole, pour certains, s'en sont pris aux forces de l'ordre. Il gracie quelqu'un qui est condamné à perpétuité pour trafic de drogue. Est-ce que ça, dans le modèle et l'exemple de Donald Trump, ça fait partie des choses que vous enviez au président américain? Vous essayez de me présenter comme l'avocate en toutes circonstances de Donald Trump. Je ne suis pas, ceux qui nous regardent depuis le début de cette interview voient bien que vos propos sont assez amènes à son égard. Je vous dis les choses telles que je le pense, c'est-à-dire qu'il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. En aucun cas, je vous dis que je suis une adepte de l'intégralité des décisions. Donc ça, c'est à prendre ou à laisser les grâces? Je ne suis pas non plus en accord avec un certain nombre d'annonces qu'il a pu faire, par exemple, sur le Groenland ou sur le Panama. Je suis très à l'aise avec ça. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que moi, de toute façon, je ne suis pas une fan de la possibilité de gracier des présidents de la République, quel qu'il soit. Je m'étonne juste, face à cette question, qu'on en parle, et à juste titre, mais qu'on ait moins parlé, par contre, du fait que M. Biden ait prégracié la moitié de sa famille. Alors j'étais sûr, Mme Maréchal, que vous alliez dire ça. Le fait est, un, qu'on en a parlé, et deux, que quand on regarde les profils... Je ne parle pas de vous spécialement, mais quand on regarde les profils, Mme Maréchal... Admettez que l'indignation, quand même, est un peu à géométrie, de prégracier la moitié de sa famille avant de quitter la présidence, c'est quand même extraordinaire. On peut s'interroger, et vous avez raison, sur s'indigner. Est-ce que c'est la même chose de gracier une partie de sa famille et de gracier des gens qui, pour certains, ont été condamnés à la prison à perpétuité? Je pense que sur le plan éthique, excusez-moi, c'est
extrêmement grave de prégracier la moitié de sa famille quand on sait ce qui potentiellement peut menacer aujourd'hui, en particulier son fils, dans des affaires de corruption douteuses. Donc oui, je trouve ça pas moins grave. Maintenant, sur le fond, c'est pas plus grave de s'en prendre aux forces de l'ordre lors de l'attaque du Capitole. Je ne suis pas une adepte, une fois plus, du droit de grâce présidentiel, pas même en France. Donc là-dessus, je vais pas vous dire que je défends cette décision. Quelques questions encore sur votre présence à Washington. Sarah Knafo et Éric Zemmour, vos anciens alliés, étaient eux aussi à Washington pour assister à l'investiture. Très présents dans les médias. C'est peut-être eux les Donald Trump français, non? Écoutez, je ne vais pas m'amuser à faire le concours de petits chevaux avec Éric Zemmour et Sarah Knafo. Une fois de plus, moi je suis venu avec des objectifs précis, dans un cadre précis qui est celui de cette vice-présidence de parti européen. Je suis arrivé avec l'objectif de créer un certain nombre de relations avec des think tanks, avec des organisations, avec des élus, ce que j'ai pu faire, et de pouvoir garder le contact avec ces personnes. C'est parce que eux ont fait dans des événements à venir. Je ne sais pas, j'ai pas du tout, je vais vous dire, vous les avez pas croisés? J'ai pas suivi le programme d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo. Et je ne les ai pas vus par ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse une fois de plus, c'est qu'il y a aujourd'hui des victoires idéologiques qui sont en train d'advenir aux États-Unis et qui sont très prégnantes en France. On parle beaucoup de la question de la liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a un vent de liberté aux États-Unis sur ces sujets, alors même que nous arrivons à un système en Europe qui a plutôt vocation à vouloir restreindre drastiquement aujourd'hui cette liberté. Sachez qu'au niveau européen, on est en train de se poser la question de savoir si le réseau X ne va pas être interdit, comme c'est le cas, juste je le précise, en Iran, en Chine et en Corée du Nord. Voilà. Et donc, je crois que c'est une bataille essentielle, qui est une bataille non pas relative, comme on l'entend toute la journée, à la question d'ingérence étrangère, mais relative à un combat idéologique. La réalité de ce prétexte de l'ingérence étrangère, c'est qu'une fois de plus, il sert simplement de prétexte à une certaine gauche qui ne supporte plus de perdre l'idéologie idéologique. Quoi qu'on pense du réseau social X et d'Elon Musk, c'est un fait qu'Elon Musk décide de s'immiscer directement dans des processus électoraux. Quand il donne la parole longuement sur sa plateforme à Alice Weidel, la patronne de l'AfD, parti d'extrême droite allemand, dans le cadre des élections qui vont avoir lieu, c'est ce qu'on appelle une immixtion, une ingérence. Mais ça n'est pas du tout... Non, excusez-moi, ce n'est pas ce qu'on appelle une ingérence étrangère. Quand il donne la parole à l'une sans donner la parole aux autres. Excusez-moi, une ingérence étrangère, ça n'est pas ça. Là, c'est une prise de position libre sur un réseau social de manière totalement officielle du patron même de cette plateforme. Ça n'est pas ce à quoi on peut assister. Qui a une position officielle dans l'administration. De manière extrêmement opaque, quand on voit par exemple de l'argent sale de l'Azerbaïdjan circuler pour faire de la diplomatie du caviar au niveau européen. Ça n'est pas le fameux Green Gate dont je viens de vous parler, où on finance avec l'argent public des lobbies écologistes pour aller justement convaincre des élus avec l'argent public. Ça, c'est de l'influence étrangère. Ce n'est pas par exemple la mosquée de Paris qui est aujourd'hui tenue par le régime algérien et qui donne des consignes de vote. Voilà. Là, on mélange beaucoup de choses et, en termes d'influence et de nombre d'utilisateurs entre le réseau social X et ce que vous évoquez là. George Soros, qui par exemple défend son agenda progressiste et de gauche dans tous les États européens en finançant à coups de millions, voire même de milliards, des ONG, des associations dont font partie, excusez-moi de le rappeler, un grand nombre aujourd'hui de représentants politiques français, dont Nathalie Loiseau, députée européen, membre d'une de ces organisations, et elle en est fière, qui pourtant très étonnamment, dénonce aujourd'hui les prises de position d'Elon Musk. Marion Maréchal, je voudrais qu'on parle de la relation entre la France et l'Algérie. Hier matin, un 7e influenceur algérien a été interpellé. C'est une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui appelle dans les colonnes de l'Express à tourner la page des tensions entre la France et l'Algérie, tout en haussant le ton, puisque la manière douce n'a pas suffi, dit-il. Est-ce que vous soutenez Bruno Retailleau dans son action? Vous lui dites bravo? Je soutiens en tout cas ses déclarations, ça c'est évident. Qui d'ailleurs, je pense, sont très largement partagés par les Français. C'est vrai que ça fait des années qu'on essaye d'entretenir des relations diplomatiques avec une patience, il faut bien le dire, incompréhensible à l'égard de ce régime algérien qui, je le rappelle, est une dictature autoritaire, corrompu, qui viole régulièrement les droits de ses minorités, notamment en Kabylie, et qui emprisonne des intellectuels et des écrivains comme Boualem Sansal, qui est d'ailleurs français également, en plus d'être algérien. Et permettez-moi, de ce point de vue, de m'indigner, je pense que le mot n'est pas assez fort, mais de vraiment d'être ulcérée et extrêmement inquiète de ce que j'ai vu au Parlement européen, à savoir le fait qu'un certain nombre d'élus LFI, dont Rima Hassan, ont voté contre la résolution au Parlement européen qui demandait la libération immédiate de cet intellectuel Boualem Sansal au régime algérien. Vote effectivement au Parlement européen sur une résolution que vous avez d'ailleurs co-signée, oui, tout à fait. je crois, par toute une série de groupes, de la droite européenne aux socialistes européens. Et effectivement, Rima Hassan s'y est opposée et d'autres élus, Manon Aubry par exemple, s'est abstenu sur, voilà. sur cette résolution. Eh bien, je vous le dis, ça s'appelle être des agents de l'étranger.
Et j'irais même plus loin, ça s'appelle à certains égards une forme d'intelligence avec l'ennemi. Parce que quand on a vu dans l'affaire de Boualem Sansal, mais au-delà de ça, dans l'affaire des influenceurs algériens, que Bruno Retailleau a tenté de renvoyer en Algérie après qu'ils aient pris des positions extrêmement graves en appelant à la violence contre la France et les Français. Et que dans ce conflit qui nous oppose à l'Algérie, Jean-Luc Mélenchon a pris fait et cause pour l'État algérien, ça s'appelle intelligence avec l'ennemi. Voilà. Et donc je veux dire le niveau... Je précise juste que Manon Aubry, pour ne pas la citer, a demandé, dans les interventions médiatiques qu'elle a pu faire, la libération de Boualem Sansal. Là encore, ça ne veut pas dire... Oui, c'est quand même... Ça ne veut pas dire que, comment dire, qu'on ne peut pas s'interroger sur cette décision de s'abstenir sur la résolution. Qu'est-ce qui peut justifier ça et qu'est-ce qui peut également justifier le fait qu'une fois de plus, un certain nombre d'élus, dans son propre mouvement, aient voté contre. En fait, la justification, elle est très simple et je pense que tout le monde l'a compris, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui parlent avant tout à une communauté algérienne en France et pour ne pas froisser cette communauté algérienne, eh bien décide de prendre fait et cause pour l'État algérien. Vous étiez au Parlement pour la voter cette Non, malheureusement, je n'y étais pas parce que j'avais un autre engagement par ailleurs. Mais bon, vous n'allez pas m'en faire le procès puisque j'ai été la première. Non, mais à minima, Marion Maréchal, si vous vous en prenez à ceux qui ont voté contre, c'est assez étonnant quand on est députée européenne de ne pas aller en séance pour voter la résolution. J'ai été la première députée française à demander un débat sur ce sujet Boualem Sansal et à le mettre à l'ordre du jour du Parlement européen. Donc objectivement, ne m'accusez pas de double jeu ou de désintérêt. Je suis très engagée sur ce sujet depuis le début et vous le savez. Donc, et ça ne dédouane aucunement les prises de position une fois de plus de ce parti qui sont extrêmement inquiétantes. Qu'est-ce que vous feriez différemment sur le fond par rapport à Bruno Retailleau et autres si vous étiez aux responsabilités pour faire en sorte que les relations entre la France et l'Algérie soient plus fluides, pour permettre par exemple que l'Algérie accepte ses ressortissants, pour accélérer le processus pour la libération de Boualem Sansal. Au fond, vous dites, je suis d'accord avec Bruno Retailleau dans les mots, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien d'autre à faire de plus. Non, ça a été dit. Ces mots, c'est aujourd'hui accepter le rapport de force. C'est-à-dire sortir de cette illusion que plus on se soumettra aux exigences algériennes, plus on se complaira dans la repentance, plus on essaiera d'envoyer des gages, plus on achètera leur pétrole à bas coût et plus ils seront sympathiques avec nous. Voilà, c'est l'exact inverse qui s'est passé. Et pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'à travers cette relation extrêmement déséquilibrée que nous avons acceptée, il y a une forme de condescendance à l'égard de l'État algérien. Si vraiment nous traitions l'État algérien comme un État souverain, indépendants d'égal à égal, nous n'aurions jamais toléré leurs crachats, leurs insultes et leurs humiliations. Eh bien, très concrètement, mais ce sont des mots là. Très concrètement, il faut stopper aujourd'hui l'octroi de visas extrêmement d'ailleurs favorables aux Algériens, tel qu'il existe grâce aux accords de 68. Il faut par ailleurs mettre accord de 68 dont tous les spécialistes expliquent qu'il a été vidé de sa substance et qu'en réalité, ce n'est pas tant le sujet pour tendre les relations entre la France et l'Algérie. Tous les spécialistes ne disent pas ça du tout. Discutez notamment avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Diriancourt. Oui, soutien du Rassemblement national. Non mais d'accord, mais qui explique, c'est pas parce qu'il est soutien du Rassemblement national que ce qu'il dit est faux. Il me semble que c'est un expert à ce titre-là d'ancien ambassadeur, et lui il explique très clairement, et quiconque se penche d'ailleurs sur le sujet le voit bien qu'il y a aujourd'hui un système dérogatoire et plus favorable pour les Algériens que pour le reste des populations immigrées. Il faut évidemment se pencher également sur la question des transferts d'argent massifs aujourd'hui, précisément de la France vers l'Algérie, pour pouvoir potentiellement les limiter. Vous savez que par exemple, il n'y a pas Western Union en Algérie. Donc cet outil-là des transferts d'argent, là encore, pour ceux qui regardent dans le détail la façon dont on peut agir sur ça ne passe pas que par la relation entre la France et l'Algérie. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des transferts massifs, puisque la plupart, évidemment, des personnes d'origine algérienne qui vivent en France transfèrent cet argent qu'ils gagnent en France vers l'Algérie. Donc il y a des moyens de contrainte, évidemment, qui existent. Et il y a même des personnes à gauche, d'ailleurs, qui le proposent. Donc il y a aujourd'hui également la question de savoir comment on accueille ces personnes algériennes sur le plan de la santé, puisque vous savez qu'on a une facture de près de 45 millions sur notre système de santé pour des Algériens que nous avons soignés dans des cadres divers, qu'il s'agisse de visas sanitaires ou qu'il s'agisse de l'aide médicale d'État, parfois dans le cadre d'ailleurs de maladies longues et extrêmement coûteuses. Donc là encore, une fois de plus, on accorde parfois même des visas diplomatiques pour permettre à des personnalités algériennes de venir se soigner en France. Ça n'est plus admissible. Voilà, donc il faut utiliser tous ces leviers diplomatiques. On achète aussi, je dois le dire, du pétrole à très bas coût pour des raisons diplomatiques à l'Algérie. Nous pourrions aussi reconsidérer, par exemple, ce rapport commercial. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Encore faut-il en avoir le courage. Quelques questions, Marion Maréchal, sur la personne de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. J'ai le souvenir de Laure Lavalette, une députée du Rassemblement national, qui disait, au fond,
il pourrait être porte-parole du Rassemblement national. Est-ce que vous diriez qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Bruno Retailleau et vous? Ah bah, de ce que j'entends aujourd'hui de Bruno Retailleau depuis qu'il est aux affaires, indéniablement sur le diagnostic et un certain nombre de propositions, nous partageons énormément de choses. Mais je vous l'apprends pas, puisque lorsque on m'a interrogé à ce sujet, j'ai regretté le fait qu'aujourd'hui Bruno Retailleau ne fasse pas partie typiquement de la grande coalition nationale à laquelle nous appartenons, et que je vivais cela comme une forme d'échec. Maintenant, encore faut-il s'attarder sur la question du bilan et des décisions qui sont prises. Je vois qu'il y a une volonté qui est entravée en partie d'ailleurs par la justice française, hein, encore et donc et c'est toujours. quelqu'un avec qui vous pourriez travailler Bah évidemment, Ouais. évidemment. Bah, je vous l'apprends d'autant moins que moi je plaide depuis longtemps pour une coalition à droite qui soit très large, et je pense qu'on doit être capable de qui va travailler. jusqu'à un ministre de l'Intérieur qui accepte de siéger au gouvernement avec des macronistes et d'être dirigé par François devrait Bayrou. pouvoir aller d'ailleurs sur le modèle italien de Giorgia Meloni, certaines personnalités qu'on pourrait trouver par exemple à Horizon du centre droit, en passant évidemment par les Républicains dont Bruno Retailleau, jusqu'au camp national auquel appartiennent évidemment le Rassemblement national et Éric Ciotti. Je crois qu'aujourd'hui il y a suffisamment de diagnostics qui sont partagés sur la question de l'immigration, sur la question de la fiscalité par exemple, ou sur la question de la sécurité et du régalien en général, pour qu'on puisse construire quelque chose. Voilà. Maintenant, c'est encore une prise de position assez créative en l'état actuel des choses. Oui, parce que je ne suis pas certain que notamment Marine Le Pen, pardon d'y revenir, soit tout à fait sur cette position. Un mot sur une décision qui vient de tomber sur nos confrères du Figaro, la circulaire Valls qui a été abrogée, remplacée par une circulaire Retailleau en matière de régularisation des sans-papiers en France, un document de 3 pages qui abroge donc cette circulaire Valls et qui porte de 5 ans à au moins 7 ans la durée de présence requise sur le territoire national pour un étranger qui demande des papiers au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Bah écoutez, c'est toujours un mieux. Voilà, maintenant, je vais vous le dire, moi sur la question de la clandestinité, je considère que le principe devrait être de ne régulariser en aucun cas. Voilà, parce que la perspective même d'une potentielle régularisation, même malgré un certain nombre de critères qui peuvent être plus ou moins exigeants, est un appel d'air de fait à l'immigration clandestine. Donc le principe devrait être que si vous rentrez illégalement sur le sol français, vous ne pouvez jamais vous rendre admissible à une régularisation, encore moins derrière à une nationalisation, ou même tout simplement prétendre à un certain nombre d'aides sociales. C'est une politique qui a été menée par exemple par l'Australie, on en parle beaucoup dans le cadre de la politique du No Way, et qui a porté ses fruits. C'est-à-dire que vous êtes rentré sur le territoire, vous avez eu des enfants qui sont scolarisés, vous ne pourrez jamais avoir de papier. Eh bien oui. Eh bien oui, je suis désolée. Et donc vos enfants resteront sur le territoire français et ses parents seront expulsés. Vous retournerez avec vos enfants qui n'auront connu d'autres pays que la France. Dans votre pays d'origine, voilà. Mais à un moment donné, vous prenez vos responsabilités. Ça veut dire que vous violez la loi du pays d'accueil. Et bien, vous en tirez toutes les conséquences. Un mot encore sur le ministre de l'Intérieur qui a salué, je cite, le combat du collectif identitaire Némésis en félicitant sa présidente Alice Cordier qui l'interrogeait sur la dissolution d'un groupe d'extrême gauche, la Jeune Garde. Le fait que Bruno Retailleau félicite un collectif comme le collectif Némésis. Je trouve que c'est une prise de position courageuse. Voilà, et je partage ces félicitations. Le collectif Némésis est un collectif de jeunes femmes féministes de droite qui se battent pour le respect aujourd'hui et la protection des femmes françaises face à la multiplicité des faits et des crimes commis par un certain nombre d'immigrés légaux ou clandestins envers les femmes françaises. Donc je pense qu'elle porte un combat juste, un combat courageux, et je suis heureuse que le ministre de l'Intérieur le reconnaisse. Et je précise que l'entourage de Bruno Retailleau, lui, explique que c'était une réponse à la Jeune Garde et en réalité il ne semblait pas tout à fait savoir ce qu'était ce collectif. Écoutez, je ne suis pas dans la tête de Bruno Retailleau. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de rétropédalage, mais objectivement, il n'y a rien à reprocher à ce collectif, si ce n'est justement parler d'affaires sordides dont on parle très peu. Voilà, c'est un des collectifs qui portent la voix de ces femmes qui ont été violées et qui n'ont pas toujours eu le droit de s'exprimer là-dessus parce qu'elles avaient le sentiment que parce que précisément elles avaient été violées par des clandestins ou des étrangers, le politiquement correct crée une chape de plomb qui ne permettait pas d'entendre leur souffrance. Donc je crois que heureusement qu'elles existent. Marion Maréchal, je voudrais qu'on dise un mot du collègue de Bruno Retailleau, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui a fait plusieurs annonces aujourd'hui. Une prison sous haute sécurité à partir du 31 juillet pour rassembler les 100 narcotrafiquants les plus dangereux. Une mission également pour organiser en lien avec les préfectures les expulsions de ressortissants étrangers définitivement condamnés.
Écoutez, moi, j'ai toujours défendu le fait... Ça va dans le bon sens. En fait, c'est assez singulier de voir ce soir que vous semblez non, mais je vais pas changer... Comment dire, avaliser des décisions qui sont prises par ce gouvernement. Je vais pas changer d'avis, alors que depuis des années maintenant, et après avoir rencontré de multiples directeurs de prison, j'ai toujours défendu le fait qu'il puisse y avoir des prisons spécialisées, pas seulement d'ailleurs pour le narcotrafic, mais également pour les islamistes. Donc je m'en félicite. Maintenant, permettez-moi quand même de dire qu'on est loin du compte. Il y a 17 000 personnes aujourd'hui qui sont incarcérées pour des raisons liées au trafic de drogue. Cette prison pourra en accueillir vraisemblablement une centaine parmi les plus dangereux. On manque toujours cruellement de places de prison pour la délinquance en général dans notre pays. Donc c'est un bout de chemin qui est fait et c'est tant mieux, mais il faudrait aller encore plus loin. La question du narcotrafic appelle une réponse qui soit dérogatoire au droit, on va dire, classique. Et là, il faudrait entendre ce qui a été demandé par les magistrats spécialistes du narcotrafic il y a quelques années et auquel l'ex-ministre de la Justice était resté sourd, et notamment le fait qu'il puisse y avoir aujourd'hui des tribunaux dédiés à la lutte contre le narcotrafic, le fait qu'il puisse avoir une facilitation de la captation préventive des biens ou de la fermeture administrative préventive aussi d'un certain nombre de commerces qui blanchissent l'argent, et en cela prendre exemple notamment sur le modèle des lois anti-mafia italiennes qui démontrent ce qui fait partie des options visiblement du gouvernement. Des projets, très bien. Maintenant, nous en attendons l'application. C'est une urgence parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un narcotrafic qui devient quasiment terroriste. Quelques questions encore, notamment sur la question du budget. Les négociations continuent entre le gouvernement et les socialistes pour répondre à l'instabilité politique. La droite tient la chandelle, le Rassemblement national, vos amis députés ne servent plus à rien, puisque tout cela se joue maintenant entre François Bayrou et les députés socialistes. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que le Rassemblement national ne serve à rien dans le débat public. Dans le contexte-là... Il porte la voix de 11 millions de Français. Maintenant, ils étaient les faiseurs de roi avec Michel Barnier. Ils le sont moins aujourd'hui. Maintenant, indéniablement, il y a aujourd'hui un certain nombre de partis politiques qui se félicitent de pouvoir faire des alliances de circonstances, même avec des partis minoritaires, en faisant abstraction de la volonté et du souhait de 11 millions d'électeurs. Voilà, c'est de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. C'est pas de la responsabilité du Rassemblement national. Maintenant, évidemment, l'utilité étant quand même de porter une autre voie, et notamment c'est ce que nous faisons avec nous, nos 3 députés, qui consiste à dire aujourd'hui que la solution ne peut pas être dans le fait d'augmenter encore de 20 milliards d'euros les taxes sur les entreprises, alors ça veut même dire que nous sommes face à... Même la contribution exceptionnelle qui est acceptée par, Bruno Retailleau, dont vous tressiez les louanges il y a un instant, ça c'est non pour vous? Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Je considère aujourd'hui qu'il y a des réformes structurelles beaucoup plus importantes à faire. Je crois qu'il y a notamment le périmètre aujourd'hui des prestations sociales. Je pense évidemment à la question du RSA, mais pas seulement. Je pourrais également parler de cette réforme des retraites, donc on va voir revenir. Moi, je suis pour une ouverture à une forme de capitalisation parce que je considère que le système par répartition est mort, pour des raisons d'ailleurs tristement démographiques. On pourrait parler, par exemple, de l'absentéisme aujourd'hui dans la fonction publique, qui coûte près de 15 milliards d'euros par an et qui tient notamment au fait que le système des jours de carence n'est pas aligné sur le privé. On pourrait parler de régimes aujourd'hui particulièrement favorables et privilégiés, comme celui du régime des intermittents du spectacle, qui coûte près d'1 milliard d'euros par an et dont on ne pose jamais la question. Et faire contribuer les retraités, Marion Maréchal, vous êtes jeune en politique, du moins par rapport à la moyenne d'âge. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de tabou à lever quand on voit que les retraités, par rapport aux actifs, ont un niveau de vie supérieur, qu'ils sont davantage propriétaires que les actifs? Est-ce que, pour le coup, il n'y aurait pas une forme de logique à dire que ces retraités aisés puissent contribuer? Mais écoutez, une fois de plus, on ne serait pas à 47% de prélèvement obligatoire. Les salariés ne passeraient pas la moitié de leur temps à travailler pour l'État. Et on aurait encore des marges de progression sur les questions fiscales. Que dans ce cadre-là, les retraités qui, en effet, comme vous l'avez dit, en moyenne ont un revenu plus élevé que les classes actives et sont en moyenne davantage propriétaires que ne le sont les salariés, puissent contribuer au même titre que les autres, pour moi, c'est absolument pas un tabou. Mais ça devient un tabou à partir du moment, une fois de plus, où on est dans une situation où les gens sont déjà... Vous dites c'est pas un tabou d'envisager la possibilité de faire contribuer les dans un cadre différent. À partir du moment où on a 45% de prélèvement obligatoire, à partir du moment où aujourd'hui on a des populations d'origine étrangère qui touchent par exemple le RSA et les APL et que ça coûte autour de 2 milliards d'euros par an, qu'on a l'aide médicale d'État pour les clandestins qui coûte plus d'1 milliard d'euros par an, la justice sociale veuille que d'abord on aille vers ces sources d'économie plutôt que vers les retraités. Et quand on a 30 milliards d'économies à trouver, continuer à demander l'abrogation de la réforme des retraites? Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut modifier le système des retraites. Donc, vous n'allez pas me mettre mal à l'aise avec ça, puisque je considère aujourd'hui, je viens de vous en parler. Je veux parler du Rassemblement national qui souhaite abroger une réforme qui a porté l'âge légal à 64 ans. On en a déjà parlé ensemble. Ça fait partie des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec le Rassemblement national. Voilà, donc je considère aujourd'hui que ce système par répartition est mort et qu'il faut donc ouvrir une part de capitalisation. C'est le seul moyen de pouvoir sauver ce système et faire en sorte que des gens comme moi, d'ailleurs, puissent un jour espérer avoir
une retraite. Est-ce qu'il faut de la stabilité? Est-ce qu'il faut que François Bayrou reste à Matignon pour quelque temps? Ou est-ce que, puisque vous êtes extrêmement critique sur le fait d'augmenter les impôts, est-ce qu'il faut dire, dans ce cas-là, on est cohérent, il faut censurer? Non, mais écoutez, le problème Benjamin Duhamel, c'est qu'on est dans une situation qui, de toute façon, n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire qu'on est... Oui, d'accord, mais faire de la politique, c'est faire des choix. Non, mais on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Et donc faire avec ce qu'on a, est-ce que ça veut dire censurer François Bayrou? Est-ce que ça veut dire... considérer que c'est une sorte de moindre mal pour que la stabilité revienne? Il faudra censurer s'il y a des choses absolument inadmissibles. J'ai tendance à penser quand même que la première censure aura un petit effet pédagogique et que probablement les mesures qui étaient inacceptables la fois première ne seront pas représentées ou en tout cas seront amoindries. Et donc à certains égards, cet objectif sera atteint pour protéger le pouvoir d'achat des Français et des entreprises. Maintenant, il n'y a pas de majorité. Le système et le gouvernement actuel n'ont pas de légitimité réelle. Nous sommes tenus à la bonne volonté d'une dissolution éventuelle du président de la République à partir de septembre. Donc on fait, si vous voulez, comme on peut. C'est-à-dire, on tâche. En l'état, est-ce qu'il faudrait censurer François Bayrou? Attendez de voir déjà comment et dans quelle mesure est présenté le budget. Parce qu'aujourd'hui, on a des grandes annonces de réduction, mais on n'a pas de feuille de route. Vous répondra quand il y aura une feuille de route. Maintenant, évidemment, je préférerais que comment dire, les positions défendues par le camp national soient entendues et qu'on ne censure pas parce que, en soi, ça ne rend service vraiment à personne dans la situation actuelle. Une toute dernière question, Marion Maréchal, sur votre grand-père, Jean-Marie Le Pen. On a entendu votre prise de parole à la messe qui était donnée, c'était il y a quelques jours. Marine Le Pen a dit au JD News concernant sa décision d'exclure Jean-Marie Le Pen du Front National. Je cite: jusqu'à la fin de mon existence, je me poserai toujours la question, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Je ne me pardonnerai jamais cette décision parce que je sais que cela lui a causé une immense douleur. Je rappelle qu'elle avait décidé de l'exclure après qu'il a maintenu ses propos sur le point de détail de l'histoire concernant les chambres à gaz, qu'il avait également de nouveau défendu le maréchal Pétain dans les colonnes de Rivarol. Marine Le Pen regrette véritablement d'avoir exclu son père en 2015 du parti du Front National? Bon, écoutez, déjà, je ne vais pas revenir sur le fond, parce que vous savez, moi, j'ai eu de nombreux désaccords avec Jean-Marie Le Pen, malgré toute l'affection que je lui porte toujours, d'ailleurs, et je m'en suis exprimée directement avec lui quand il avait encore les moyens de répondre. Voilà, donc je ne vais pas l'accabler maintenant qu'il est parti. En ce qui concerne Marine Le Pen, je pense qu'elle exprime un regret sincère, qui est un regret pas tant politique, d'ailleurs, de ce que j'ai lu dans cette interview, mais qui est un regret, et non pas de chef politique, mais un regret de fille à son père. Voilà, quelque chose qui a été douloureux. Ça veut dire que la rupture politique, parce que c'est la question qui se pose quand on lit ces déclarations, c'est de se poser la question si, au fond, la rupture politique, qui est un argument utilisé par beaucoup au Rassemblement national, était un argument sincère ou pas? Ce n'est pas ce que j'ai lu dans cette interview. Je ne crois pas qu'elle remette en cause sa décision de l'époque. Je crois qu'elle regrette d'avoir fait souffrir son père et qu'elle aurait pouvoir faire autrement. Voilà, et je crois que c'est un sentiment, c'est un sentiment légitime. Merci Marion Maréchal d'avoir été l'invité de Tout le monde veut savoir. Et tout de suite, le débat du jour.